celles-là sont des jours de sortie pour les livres de certains. Parce que je pense que les livres, c'est un peu comme les chiens. Parfois, il faut faire de petites promenades avec eux, même si on sait que le long de la journée, on n'aura pas le temps de les lire. Donc, je suis venu avec 2 livres de notre invité et j'espère qu'on aura à évoquer l'un ou l'autre de ces thèmes. Je voudrais remercier chacun d'entre vous d'être ici et vous souhaiter à tous une bonne soirée et remercier l'Institut français qui me fait l'honneur et le privilège de modérer ou de faciliter l'échange qui va suivre. Je suis honoré parce que ces jours-ci, je relis Frédéric Brulu-Boisbré, un ancien que certains d'entre vous connaissent, et j'ai noté qu'il parle souvent et avec grand respect de Théodore Monod. Et invariablement, il dit le savant Monod. Pour ma part, je tiens Madame Bénédicte Savoy pour une savante. C'est une savante parce que c'est une brillante historienne d'art, doublée d'une excellente pédagogue. Quand elle élabore les concepts, les notions, par exemple, de culture du butin ou d'événements de spoliation coloniale, il fait clair en vous et vous vous sentez un peu plus intelligent. Je souhaite à chacun de vous ce soir de vivre cette expérience et de la partager. Bénédicte Savoy est ancienne élève de l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud et depuis 2009, elle est professeure d'histoire de l'art à l'Université technique de Berlin où elle est titulaire d'une chaire consacrée à cette discipline en la spécifiant comme une histoire culturelle, l'histoire de l'art comme une histoire culturelle. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages, dont le patrimoine annexé, les biens culturels saisis par la France en Allemagne autour de 1800. Elle a publié également sa leçon inaugurale au Collège de France en 2017 sous le beau titre de « Objet du désir et désir d'objet ». Ça fait partie de l'exemplaire dont je parlais tout à l'heure, que je vais brandir à la fin. Et en 2018, comme chacun de vous ici sait, elle a publié avec Felwine Sarr le texte de référence qui s'appelle « Restituer le patrimoine africain ». Bénédicte Savoy est membre de l'Académie des sciences de Berlin et elle a obtenu en 2016 le prix Gottfried Wilhelm Leibniz de la Deutsche Forschungsgemeinschaft, mais seuls les Allemands peuvent savoir que j'ai mal prononcé. Dernièrement paru en allemand et ainsi que c'est traduit en anglais, son livre African Kampf and seine Kunst est également considéré comme un succès de librairie, d'audience et de débat. Alors, je voudrais l'inviter à venir me rejoindre, s'il vous plaît. Et je vous propose le protocole suivant. On va lui demander les nouvelles et ça va consister pour elle à nous parler au moins pendant 30 minutes du sujet qui nous réunit ce soir. Et après coup, on va faire confiance au débat et on va ouvrir une petite liste d'interventions et éventuellement, si le besoin s'en ressent, moi j'interviendrai pour reposer des questions qui me tiennent à cœur. Mais je pense que l'essentiel, c'est vraiment de l'entendre pour voir un peu quelles sont ses orientations, quelles sont ses motivations, mais c'est des choses qui vont se décrire d'elles-mêmes. Et je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous passer la parole. Et elle a prévu de parler debout, comme tous les profs. Merci beaucoup.
Cher Jean, chère Céline, chère Yacouba Konaté, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir, un grand honneur et une grande première pour moi d'être à Abidjan, dans cette ville qui m'a flashée, comme disent les adolescents, comme diraient mes enfants, par son énergie, même si je n'ai eu pour le moment l'occasion de la voir que pendant quelques heures. C'est une ville qui ne laisse sûrement pas indifférent. Comme l'a indiqué Yacouba, merci beaucoup pour cette belle introduction. Je vais commencer par présenter quelques aspects de la question qui nous occupe et, le plus vite possible, ouvrir avec Yacouba Konaté, avec vous, la discussion, puisque au stade où j'en suis maintenant, après avoir beaucoup parlé sur ces questions, j'ai surtout envie d'écouter et d'entendre, et en particulier d'entendre les réflexions qui ont lieu actuellement ici à Abidjan. Donc si vous le voulez bien, je vous propose de regarder avec moi une présentation. Et je vais m'enlever de ce cercle de lumière, si ça n'ennuie personne, pour parler ici. On y va? Yes. Ça s'appelle une poursuite. Je vous laisse commencer. Magique. Je profite pour saluer Sylvie Memel-Cassis, qui a été si importante pour tout ce débat depuis 2018 et avec laquelle Felwine Sarr et moi avions eu des échanges fructueux à l'époque, à Paris, pas à Abidjan, et c'est un grand plaisir d'avoir vu aujourd'hui le musée, les excellentes et impressionnantes collections qui sont conservées ici et qui sont si bien conservées ici. Merci. Et Francis, qui est là, le directeur actuel du musée. Le retour en Afrique du patrimoine spolié, un combat de plus de 50 ans, voilà l'introduction que j'aimerais donner à notre conférence. À la fin de l'année 2018, Felwine Sarr et moi avons remis à Emmanuel Macron, que vous voyez ici de dos, et Felwine ici à gauche, le rapport sur la restitution. Nous le faisions après 8 mois de travail et un important moment dans l'histoire de la question qui nous occupe. Pour rappel, à la fin de l'année 2017, un an avant, Emmanuel Macron avait prononcé à l'université de Ouagadougou, dans l'amphithéâtre, dans un amphithéâtre surchauffé avec des manifestations contre la France à l'extérieur, un long discours, le discours de Ouagadougou, et au bout de 2 heures à peu près, dans un moment peut-être un peu improvisé, il annonçait: je ne peux pas accepter qu'une large part du patrimoine culturel de plusieurs pays africains soit en France. Il y a des explications historiques à cela, mais il n'y a pas de justification valable, durable et inconditionnelle. Le patrimoine africain ne peut pas être uniquement dans des collections privées et des musées européens. Et dans ce même discours, il utilisait un terme tabou pour la classe gouvernementale, pour des hommes ou des femmes politiques en France et en Europe plus généralement, le terme de restitution, qui au moins depuis 200 ans faisait peur aux autorités muséales française, depuis que la France avait été obligée, après la chute de Napoléon en 1815, de restituer tout ce que la Révolution et l'Empire avaient amassé à Paris. Ce terme a produit un effet choc sur la communauté internationale et en particulier sur celle des musées européens. Nous avons été chargés, et merci beaucoup Yacouba d'avoir promené ce livre dans l'air et dans la chaleur de cette ville. Nous avons donc été chargés de rédiger un rapport qui ne devait pas répondre à la question oui ou non faut-il restituer le patrimoine africain, mais plutôt comment faut-il le restituer. Un rapport qui nous a conduit à travailler pendant 8 mois, à la fois sur le continent africain et dans les archives des musées et des administrations culturelles françaises, et qui nous a amené à avoir 2 types d'expériences, un important type d'expérience, des dialogues extrêmement intéressants, mais 2 types d'expériences que je voudrais évoquer ici. D'abord, une expérience pratiquement physique, celle, presque dans l'espace de 24 heures, de l'absence du patrimoine dans les lieux où il existait initialement. Vous voyez ici l'une des enfilades du palais d'Abomey, dans la République actuelle du Bénin, où ont été saisis en 1892 les objets royaux, ce qu'on appelle aujourd'hui les trésors royaux d'Abomey. Et nous avons eu
grâce au privilège de la mobilité que nous avions, l'occasion de voir cet espace vide, c'est-à-dire l'absence du patrimoine, un mercredi après-midi à Abomey, et après un vol de nuit le lendemain matin à 9h au musée du Quai Branly, de voir la présence du patrimoine. Cette expérience de l'absence et de la présence du patrimoine est une expérience qu'on peut faire intellectuellement, un exercice qu'on doit et qu'on peut faire intellectuellement, mais qui ici a été une expérience physique, j'allais dire choquante, en tout cas édifiante, d'une part. D'autre part, nous avons fait des recherches historiques sur la répartition du patrimoine artistique africain dans le monde, et nous avons constaté que sur le continent africain lui-même existaient quelques collections importantes, environ 10 000 pièces au musée Théodore Monod de Dakar, environ 10 000 pièces à Bamako, au Mali, environ 15 000 pièces ici, au musée des civilisations d'Abidjan, deux importantes collections encore sur le continent africain, 40 000 au Nigeria et environ 40 000 au Nigeria et environ 40 000 au Congo, Kinshasa, mais que si on regarde la répartition de ce patrimoine africain, sa géopolitique ou sa géographie, on constate que les États-Unis ont des chiffres assez faible finalement par rapport à ce qui est conservé sur le continent africain, faible mais de haute qualité. Le Canada, idem, mais qu'en revanche, l'Europe, pour les raisons historiques qui vont nous occuper dans un instant, comporte dans ses collections, uniquement dans ses collections publiques, plus de 500 000 pièces du patrimoine africain au sud du Sahara. Si on entre un peu dans les détails, on voit 60 000 pièces d'Afrique au sud du Sahara au musée du Quai Branly à Paris, environ 37 000 à Vienne, 75 000 à Berlin, 69 000 à Londres au British Museum seulement, environ 120 000 à Bruxelles au musée de Tervuren, un nombre inconnu au Vatican, qui est certainement un nombre extrêmement important à cause de l'activité de collecte missionnaire du Vatican, 20 000 à Stuttgart et dans plusieurs autres villes allemandes qui ne sont pas la capitale de la Bundesrepublik, comme Hambourg, Munich, ou dans d'autres musées qui ne sont pas les capitales, comme à Lyon, 15 000 pièces au musée des Confluences, 66 000 aux Pays-Bas, etc., etc. Cette répartition de patrimoine africain historique, du patrimoine historique africain dans le monde, montre un important déséquilibre, presque rien sur le continent africain lui-même, presque rien en Amérique du Sud, un peu en Amérique du Nord, rien en Asie et presque tout en Europe. L'Europe ayant puisé directement, comme elle a extrait des ressources naturelles et des ressources humaines, ayant puisé directement dans ses colonies au moment où elle en avait, où les différents pays en avaient. Si on regarde on va avoir un challenge de clic. Il faudrait cliquer sur la petite flèche qui s'active ici, si vous bougez la souris. Si on regarde sur la base de données du musée du Quai Branly, on est frappé d'abord de cette forme de présentation qui montre le monde avec des étiquettes, et les étiquettes représentent le nombre d'objets de ces régions du monde conservés à Paris aujourd'hui. Est-ce que, Céline, vous pouvez bouger un peu la souris? Voilà, et plus rien faire. Quand on zoome sur cette base de données et qu'on entre ici, par exemple, en Côte d'Ivoire, on voit un nombre important. Et ce que je voulais montrer par là, d'abord, c'est ce nombre important. Il s'agit ici à la fois d'objets, et vous voyez coché iconothèque, donc d'images de la période coloniale, notamment de campagnes de photographie ethnographique. Donc un nombre extrêmement important, et d'autre part, et on y reviendra tout à l'heure, c'est important, une sorte de transparence des musées français qui ne se sont jamais cachés d'avoir ces collections, contrairement par exemple aux musées allemands qui en ont toujours fait un grand mystère pour les raisons sur lesquelles on reviendra. Donc si vous cliquez ici, en toute transparence, vous arrivez à la page d'après, ça va peut-être bouger derrière, à le détail de ces objets, et vous pouvez, chacun peut, depuis sa cuisine, en quelque sorte, sur Internet le soir, s'assurer ou voir quel type d'objets en provenance du monde sont contenus dans ces collections françaises.
Depuis 2018, depuis le rapport que nous avons, depuis d'abord 2017 et l'annonce de Ouagadougou, et le rapport que nous avons rédigé avec Felwine Sarr, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de choses qui touchent directement la vie culturelle et même la vie politique actuelle en Côte d'Ivoire, avec l'annonce du retour très proche, probablement très proche, du tambour des Hatchans, le tambour parleur, et l'actualité de ce sujet est très grande. On voit que même Vatican News, qui est évidemment très concerné par ces questions, hein, et qui les observe beaucoup, en faisait sa première page il y a quelques jours. La presse française et internationale, plus généralement, suit cette affaire de près. On voit ici un article du 11 octobre, donc tout au début 21, quand les choses ont été lancées. Et il y a 5 jours à peine, je crois, les préparatifs pour la restitution ont eu lieu. Vous voyez ici Abidjan le 28 octobre, dans le cadre de la préparation, la ministre de la Culture d'ici, Françoise Remarque, prépare les cérémonies, qui prépare un départ demain de 8 représentants de la communauté et de Sylvie Memelkassi qui iront à Paris pour manipuler, pour parler, pour échanger avec cette pièce avant sa restauration. Lorsque, en 2018, nous travaillions sur ces questions et que nous avions rencontré le ministre de la Culture du Bénin à l'époque, Oswald Meki, il nous disait d'abord qu'il ne croyait pas du tout à la restitution, et d'ailleurs personne n'y croyait, et pour dire la vérité, je pense que même Felwine Sarr et moi ne savions pas quelle serait l'issue et quelle serait la suite des travaux que nous menions. Il nous disait, si des restitutions ont lieu, j'y crois pas, mais si elles ont lieu, ce sera comme la chute du mur de Berlin ou comme la réunification des deux Corées. Et on peut dire qu'aujourd'hui, ça c'est une phrase d'avril 2018, on peut dire qu'aujourd'hui, le mur de Berlin en matière de restitution est tombé et qu'on est entré dans l'après de la question des restitutions. Il y a encore 4 ou 5 ans, on ne savait pas si ça aurait lieu. Maintenant, avec le retour spectaculaire le 10 novembre 2021, qui a été qualifié d'historique, notamment au Bénin, des 26 trésors royaux d'Abomey, on parle de 26 et on a l'impression que c'est très peu, et c'est très peu sur un ensemble de 69 000 objets conservés au musée du Quai Branly, mais c'est 2,5 tonnes de statues monumentales, de trônes, de pièces d'une très grande importance historique, symbolique, psychologique, rituelle, dynastique pour le Bénin. Un événement donc, qui n'a pas seulement été considéré comme historique dans la presse béninoise, mais qui a été suivi aussi du New York Times à la presse coréenne du Sud, comme un événement majeur. Donc on est maintenant dans cet après de la restitution. Le mur est tombé, on a une très grande brèche dans le mur avec différentes temporalités. Certains pays sont encore en train de casser le reste du mur, et je pense à des pays comme le Portugal qui ne parlent pas encore de manière aisée de l'accumulation coloniale du patrimoine, notamment d'Angola ou du Mozambique, ou d'autres pays qui sont plus crispés ou qui vont moins vite, donc du côté européen, mais aussi du côté africain. Pas parce qu'ils sont crispés, mais peut-être parce qu'ils ont été frustrés pendant longtemps, comme vos voisins du Ghana, qui ont beaucoup travaillé, j'y reviendrai, pendant les années 70 pour obtenir des restitutions, qui ne les ont pas obtenues, et qui actuellement sont simplement en train de se mettre en marche sur ces questions-là, alors que, voilà, par exemple ici ou au Bénin, leurs voisins pratiquement immédiats, et même le Togo, sont déjà dans une autre temporalité. Ce qui s'est passé en France a eu un effet d'entraînement, un peu comme une boule de billard qu'on touche sur une table de billard et qui touche d'autres boules. Donc la boule française a touché directement la boule allemande, qui s'est mise dans la course. Hein. On assiste actuellement à une espèce de Jeux olympiques de la restitution, de même qu'il y avait eu des Jeux olympiques de l'accumulation du patrimoine africain pendant la période coloniale. Chacun, que ce soit Paris, Londres, Bruxelles, voulant avoir, pour des raisons d'affirmation nationale, la plus grosse collection, hein, j'ai la plus grosse. Maintenant, de manière pratiquement naturelle, en fait, de détricotage de l'histoire, on assiste à une compétition nationale pour être le premier à rendre. Et je crois que là, les Allemands et les Français se font vraiment la course. C'était très intéressant de voir que, donc, très vite, dès la remise de notre rapport, les autorités allemandes ont pris position. Donc, la ministre de la Culture de l'époque, Monika Grütters, et la responsable de la Culture au ministère des Affaires étrangères à l'époque, son nom m'échappe, elle n'est plus là, Michel Multefering, pardon,
avait pris position dans la presse pour dire oui, ce rapport c'est très bien et cette initiative est excellente, nous aussi on va restituer. Et comme vous le voyez ici, le 1er juillet 2022, l'Allemagne a annoncé, ou en tout cas a restitué les titres de propriété de plus de 600 bronzes dits du Bénin qui appartiennent au Nigeria et qui vont retourner au Nigeria. D'autres pays, vous voyez ici, la ministre de la Culture actuelle, Claudia Roth en Allemagne, et la ministre des Affaires étrangères, Claudia Baerbock. Annalena Baerbock. La Belgique est aussi engagée maintenant dans un dialogue qui paraît franc avec le Congo et avec le gouvernement de Kinshasa, avec l'annonce prochaine, ou en tout cas au moins la remise d'un inventaire qui liste 84 000 objets dont un grand nombre pourraient être éligibles à une restitution. Et si on continue de regarder, on voit par exemple qu'en Grande-Bretagne, on est ici sur le site de la BBC aussi, notamment les musées universitaires sont en train de rentrer. Donc, grand effet d'entraînement. Ici la Belgique, à nouveau. Grand effet d'entraînement. Ça, c'est l'actualité, c'est ce qui s'est passé après le rapport. Et je vous disais tout à l'heure qu'une des expériences fortes que nous avions faites, c'était cette expérience physique de la présence, de l'absence du patrimoine. Une autre expérience forte a été une expérience plutôt d'ordre historique, puisqu'en travaillant dans les archives en France, Philwin et moi avons découvert une quantité considérable de documents des années 70 et 80, quand nous étions en CP, CE1, l'un et l'autre, donc quand nous étions deux petits enfants, qui nous prouvaient que tout le débat qu'on était en train de mener, et pour lequel nous croyions que nous étions la première génération du XXIe siècle à traiter de ces questions derrière un jeune président de la République, que tout ça avait déjà été traité, déjà été dit. C'est au point qu'on a même trouvé dans les archives du Quai Branly un rapport que vous voyez ici, un rapport de 1982, dirigé et signé par Pierre Cognam, qui à l'époque était l'inspecteur général des musées de France, donc pas du tout un anarchiste avec un couteau entre les dents, mais vraiment une personne extrêmement établie, expérimentée, ancien directeur du Louvre, qui en 1982 avait écrit le même rapport que le nôtre, pratiquement, et qui préconisait un retour du patrimoine africain à l'Afrique, qui était considéré, je cite, comme un acte de solidarité et d'équité. Je vous montre quelques autres pages de l'époque, donc non seulement dans la presse écrite, mais ensuite, quand j'ai continué de travailler sur ces questions après la remise du rapport, j'ai constaté que dans toutes les archives d'Europe, donc non seulement à Paris où on les avait trouvées, mais ici, les archives du ministère des Affaires étrangères à Berlin, de différents musées comme le Museum à Stuttgart, à l'Assemblée nationale des Nations Unies. Ici, ce document derrière vient des archives de Lagos, que partout, dans les années entre 76, 77 et 82-83, on trouvait la trace de ce premier débat sur les restitutions. Vous voyez ici un dossier qui va de janvier 79 à novembre 79, il est épais comme ça et on en trouve une grande quantité. Qui nous prouvait donc que le débat a déjà eu lieu, que tout ce qu'on était en train de raconter, d'écrire et de penser avait déjà été dit, écrit et pensé, et que déjà à l'époque, les puissances européennes, et en particulier la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, et la Belgique, s'étaient mobilisées contre les demandes de restitution des pays africains. Vous voyez ici 3 coupures du Times de 1974, où on voit que les trésors royaux des Ashanti qui avaient été réclamés par le Ghana, que leur restitution avait été refusée par la Grande-Bretagne. Même les États-Unis posaient la question du retour. Ici, il s'agit d'une revue qui avait fait sa couverture sur cette question en janvier-février 1974. Vous voyez une petite statue africaine de la taille d'un enfant qui est dans un avion moderne d'Air Afrique, avec ce titre « Will African Art ever go home again ?» Est-ce que l'art africain retournera un jour chez lui? Point d'interrogation. La question n'était pas résolue, mais elle était dans tous les esprits. D'une certaine manière, ce premier débat sur les restitutions ressemble en bien des points
point au débat sur le climat, qui a déjà eu lieu lui aussi sur le réchauffement climatique dans les années 70. L'essayiste Nathaniel Rich a reconstitué en 2019 l'histoire du premier échec du débat sur le réchauffement climatique. Il a montré comment dans les années 70, des lobbies avaient empêché que des mesures puissent être prises pour que le réchauffement climatique soit empêché. Et il montre comment ces mesures avaient presque été prises. Et pour le débat sur les restitutions, c'est exactement la même chose. On était presque avant des restitutions à la fin des années 70-80, et elles ont été empêchées. Donc, il répond à cette question, pourquoi n'avons-nous pas agi quand on avait la chance de faire quelque chose? Et dans l'ouvrage que vous avez cité, Yacouba, Africa's Kunst, qui a suivi le rapport, j'ai essayé de répondre à la même question. Pourquoi le premier débat sur les restitutions a échoué, d'une part, et autre question, pourquoi on a complètement oublié que ce premier débat avait existé, puisque personne ne s'en souvenait dans les administrations françaises, etc. Il a été traduit en anglais. Maintenant, je vais faire vite, en quelques minutes, ouvrir 3 tiroirs simplement pour montrer quels étaient les arguments de ce premier débat et pour essayer de répondre à ces questions, pourquoi ça a échoué et pourquoi on l'a oublié. Les 3 tiroirs que j'ouvre s'intitulent Reconnexion, Mobilisation artistique et Nigeria et Ghana, pour montrer comment ces 2 pays-là, qui sont des pays proches d'ici, avaient agi à l'époque. Et puis je voudrais juste commencer par un point 0 que j'intitule Amnésie, aphasie, et qui commence par la télé des années 70, la télé de quand j'étais enfant, TF1. Il n'y avait que 2 chaînes publiques, donc TF1, c'est quand on regardait le journal de 20h à l'époque, on n'avait pas le choix, pratiquement toutes les familles regardaient ce journal de 20h. On est le 19 juin 1978 et on voit ici... Mais quelle distance, quel fossé entre cette information que je viens de vous donner et l'appel du directeur général de l'UNESCO, M. Mbo, pour que reviennent dans leur pays d'origine les œuvres d'art qu'ils ont perdues dans des circonstances de l'histoire qu'il vaut mieux ne pas trop décrire. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette source historique, je veux bien que vous laissiez la lumière un peu éteinte, comme ça on voit mieux l'écran, merci beaucoup. Ce qui m'intéresse beaucoup dans cette source audiovisuelle conservée aux archives de l'INA, c'est que ici, Roger Giquel, ce journaliste star de la télé française dans ces années-là, qui a normalement les 2 mains posées là, sur sa table pendant qu'il parle, évoque le projet ou l'appel de Amadou Makhtar Mbo, qu'on voit en arrière, le premier président venu d'Afrique de l'UNESCO, pour le retour vers les pays d'origine des œuvres qui avaient été spoliées pendant la période coloniale. Et à ce moment-là, Roger Giquel dit il s'agit d'objets venus dans des circonstances de l'histoire, et on voit sa main se lever et il dit dans des circonstances de l'histoire qu'il vaut mieux ne pas trop décrire, et même son regard part dans le vague. Cette information-là, c'est une manière de dire et de ne pas dire. C'est une manière de dire à ceux qui savent, à mes parents, à nos profs à l'école, aux voisins, à ma grand-mère, on sait de quoi on parle de la période coloniale. À cette époque, elle est encore assez récente dans les esprits, dans les biographies, mais c'est une manière aussi de dire aux enfants comme moi, comme Félouine ou d'autres qui regardaient peut-être la télé à ce moment-là, mon frère, de dire il y a un secret de famille là, il y a quelque chose de compliqué, c'est des conditions qu'on ne va pas trop décrire et on n'en parle pas. Et je pense que ce déni, ou cette aphasie, ou cette manière de dire et de ne pas dire, de créer ce secret de famille, est très responsable de la manière dont la génération des adultes d'aujourd'hui, qui ont donc grandi là-dedans, pas seulement à la télé, mais j'imagine aussi à l'école, etc., ont eu envie de savoir et de comprendre c'est quoi, au fait, ces conditions de l'histoire qu'il ne vaut mieux pas trop décrire. Des circonstances de l'histoire qu'il vaut mieux ne pas trop décrire. J'avais 6 ans à l'époque et je suis sûre d'avoir vu cette émission puisque mes parents regardaient la télé noir et blanc tous les soirs et qu'au mois de juin 1978, on était sûrement devant la télé. Alors ce qui est très important, c'est de comprendre et de dire et de redire que tout ce débat, ce premier débat sur la restitution et par conséquent aussi celui d'aujourd'hui, n'est pas une invention de jeunes Européens woke, mais bien un débat extrêmement profond qui a accompagné les indépendances au plus tard à partir de 1960. Vous voyez ici le moment où à la fin de l'année 1960 ont été hissés les drapeaux des nouveaux États africains devenus indépendants devant les Nations Unies à New York, et dans la déclaration sur la garantie de l'indépendance des pays anciennement colonisés, cette fameuse résolution 1514 des États-Unis, on voit de décembre 1960,
1960, on voit à la fin que tous les peuples ont un droit à l'autodétermination, y compris pour ce qui concerne leur développement culturel, et que, c'est ce qui m'intéresse ici beaucoup, que le fait qu'ils ne soient pas équipés politiquement, économiquement, socialement ou du point de vue de l'éducation, le fait qu'ils ne soient pas préparés encore ne doit pas servir de condition pour retarder les indépendances. C'est très important. Vous vous souvenez peut-être dans les débats actuels de phrases du genre « Ah, mais ils n'ont pas de musée ». Enfin, et même ici, parfois, « Ah, mais on n'a pas de musée ». En fait, dès les années 60, on prévoyait que ce serait un argument pour retarder les indépendances. Et aujourd'hui, souvent, le fait de ne pas être prêt en termes d'infrastructure a été utilisé pour retarder le débat sur les restitutions à l'heure actuelle. Mais à cette époque-là, les choses avaient été préparées. Le premier texte de toute importance, un texte puissant qui devrait être bien connu de chacun, je crois, dans le débat actuel sur la restitution, est un texte du journaliste Paulin Joachim, qui était d'origine béninoise, qui avait joué un rôle important au moment des décolonisations, après les indépendances, en étant le rédacteur en chef de la revue Bingo, qui paraissait à Dakar à ce moment-là, mais qui était extrêmement lu dans le monde francophone. Paulin Joachim, qui est aussi sur cette fameuse photo de groupe du premier congrès international des écrivains et artistes noirs à Paris en 1956. Donc à ce moment-là, Paulin Joachim, dans cet éditorial de 1965, premier numéro de Bingo de 1965, Rendez-nous l'art nègre, note, première phrase, « Il est une bataille qu'il nous faudra vaillamment livrer sur tous les fronts de l'Europe et de l'Amérique, la bataille de la récupération de nos œuvres d'art. » Donc là, le ton est donné, il s'agit d'une bataille, il va s'agir d'un combat, et ici, déjà en 65, Joachim sait que ça va être un combat long et difficile. Il le pressent de manière très habile, il se glisse dans ce texte dans la peau des Européens et il répond à leur place. Donc il cite à un moment ce que les Européens, qui pensent que les Européens vont répondre quand les Africains vont demander qu'on leur rende leur art. Il dit, les Européens vont nous répondre, nous avons pillé pour préserver les productions artistiques du monde noir contre les vers et les termites, contre la fumée des cases. Donc vous devriez nous remercier. Et il commente, le bel alibi que voilà, mais personne aujourd'hui en Afrique ne se laisse plus prendre à ce marché de dupes. On voit bien qu'il pressent les arguments qu'on va lui donner et qu'en même temps, déjà en 65, dans une attitude très décomplexée, il dit on ne va pas se laisser avoir et on va mener notre combat jusqu'au bout, car nous avons été longtemps présentés comme un peuple sans culture ni passé. Nous n'avons jamais rien inventé ni rien su chanter, disent les Européens à notre propos. La récupération légitime de nos arts plastiques pourra bouter le feu à ce mensonge historique. Et la phrase qui me paraît très importante ici, nous avons besoin de consistance pour le chemin qui nous reste à parcourir. Ce qui est intéressant, c'est de voir ici comment le patrimoine, la récupération du patrimoine culturel matériel, et puis dans d'autres textes du patrimoine immatériel, les religions, les langues, les philosophies, les traditions, même les vêtements, et donc aussi le patrimoine matériel, font partie d'un programme pour se donner de la force en quelque sorte, pour le chemin qui reste à parcourir. C'est-à-dire que la récupération du patrimoine n'est pas vue comme quelque chose qui permet de regarder vers l'arrière, mais vers l'avant. C'est pour inventer notre futur, dit-il, que nous avons besoin de cette force, de cette reconnexion avec notre propre patrimoine. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup, et on a de la chance au XXe siècle d'avoir les archives audiovisuelles, c'est de voir que non seulement le débat vient du continent africain, mais qu'il est bien connu en Europe. On a vu tout à l'heure Roger Gicquel. Je vous montre un autre exemple de la télé allemande, là aussi avec deux chaînes à l'époque, deux chaînes publiques. Donc on est en 1984 sur Zweites Deutsches Fernsehen, le ZDF, qui organise une émission qui dure 3 heures, un plateau avec 14 experts dans un décor pacifique, qui est celui du musée de Brême à l'époque, qui imite un village de pêcheurs avec des mannequins qui portent des masques et qui dansent là. Et dans ce cadre néocolonial de ce musée d'ethnologie, la télé de ZDF parle de la restitution sous ce titre. Arrêtez le voleur, à qui appartiennent les œuvres d'art venues d'Afrique, quelque chose comme ça. Et
Elle regroupe parmi ces 14 experts certains représentants des diasporas, notamment Tirmiziou Diallo, qui est originaire de Guinée, il est encore en vie, qui était alors assez jeune homme, il venait de faire une thèse de sociologie à l'université de Francfort, et il donne en langue allemande, en fait pour le public allemand, les mêmes thèses à peu près que celles de Paulin Joachim, qui était vraiment dans la conscience collective à l'époque. Je vous montre son propos, je l'ai surtitré en français. Diese Ausbeutung, die war nicht nur materieller Art, die war auch kultureller Art. Durch die nationale Bewegungen sind wir dazu gekommen, unsere Kultur wieder zu entdecken, der man uns sozusagen bis dahin enthalten hatte, und zwar auf zweierlei Ebene. Einmal auf der theoretischen Ebene und andermal auf der konkreten, indem man uns das weggenommen hat. Und ich denke, man sollte einen Weg finden, in dem soweit von den Ländern verlangt wird, die Objekte, die für unsere Weiterentwicklung, kulturelle Entwicklung wichtig sind, zurückgegeben werden. Alors là aussi, une source extrêmement intéressante quand on parle d'amnésie, quand on parle de tension, etc., puisqu'à la télé, il y a de grands silences et des regards qui en disent long sur les réactions que peut avoir une telle revendication. Voilà. Ce que je voulais montrer donc, c'est que ce débat africain, lancé depuis le continent africain, est bien connu en Europe à l'époque, puisqu'il passe sur les chaînes de télé publiques aux heures de grande écoute. Ce débat, d'abord lancé par les milieux intellectuels et repris bientôt au niveau politique, d'abord en 1973 par une déclaration de Mobutu Sese Seko aux Nations Unies qui mène à la première résolution des Nations Unies pour la restitution du patrimoine spolié, la résolution 3187 de 1973. Et puis ensuite, à partir de 1976 à peu près, ça devient la grande affaire de l'UNESCO à partir du moment où Amadou Makhtar Mbow, que vous voyez ici et qui est encore en vie. Il a fêté au mois de mai dernier son 100e anniversaire et il vit à Dakar. Amadou Makhtar Mbow est devenu directeur général de l'UNESCO, le premier Africain au sud du Sahara qui le devenait. Et il a fait de la restitution son affaire, l'affaire de son mandat, avec un discours extrêmement important, souvent cité, pour le retour à ceux qui l'ont créé d'un patrimoine culturel irremplaçable. Donc là, voilà, tout ça pour vous montrer que ce sont d'abord et avant tout des acteurs du continent africain qui ont lancé le débat, des hommes de musée aussi, comme Egbo Eyo, que vous voyez ici, un archéologue nigérian qui était le directeur du service des antiquités à Lagos, qui a été certainement le plus actif homme de musée, à tenter d'appeler à la solidarité de ses collègues britanniques, allemands, autrichiens et français pour obtenir, je vais y revenir dans un instant, des prêts au début. Voilà. Non seulement le niveau politique, non seulement la presse et les intellectuels se mobilisent à ce moment-là sur le continent africain, mais aussi des artistes. Je voudrais revenir sur un film de 2014 que vous connaissez peut-être, même s'il a été, je ne sais pas exactement quelle a été sa diffusion en dehors du Nigeria. C'est un film nigérian de Lancelot Oduwa Imasuen qui s'appelle Invasion 1897, qui revient sur le pillage de Benin City au Nigeria, dans l'actuel Nigeria, en 1897, et qui commence à Londres par cette scène, une scène où on voit un étudiant nigérian qui fait ses études à Londres aujourd'hui, ou en 2014, et qui va voler dans un musée une œuvre dont il considère qu'elle appartient à ses ancêtres. Benin in 1897. Ça commence par un vol, il y a un flashback où on retourne à Bénin, et puis toute l'histoire finit très bien dans ce film, puisqu'à la fin on donne raison au tribunal à ce jeune étudiant. Il va y avoir une accolade avec la police, les policiers lui tapent sur le dos, il a réussi à récupérer le patrimoine. Des films comme cela, on pense, il y en a d'assez nombreux. Un autre très, très spectaculaire est de Jackie Chan, qui récupère des pièces pillées au Palais d'été en 1860, et il les récupère à Paris avec sa gymnastique. Ces films-là, ou Black Panther, que vous avez peut-être vu, qui commence aussi, où le héros va reprendre du vibranium dans un musée en brisant une vitrine. Ces films-là, dont on pense que c'est des films du XXIe siècle,
qui sont arrivés avec le débat actuel, ont déjà été pensés et imaginés aussi dans les années 70. D'abord, je vous montre un film qui est peut-être le film le plus intéressant qui m'a été donné de voir toutes ces dernières années, qui s'appelle You Hide Me, Tu me caches, un film de 1970 dû à Nii Kwate Owu, qui est un cinéaste qui travaille à l'université de Lagos au Ghana. Il est aussi, lui, toujours en vie. Et en 1970, il est allé dans les caves du British Museum, il avait 24 ans, pour tourner en une journée un film où il a fait croire aux conservateurs du British Museum que c'était pour leur rendre hommage, à la manière dont ils avaient sauvé le patrimoine de l'Afrique et du Ghana. Et donc il a eu l'autorisation de tourner, et c'est un film sur lequel il a rajouté une voix off, et toute la voix off est une réclamation, un pamphlet en fait contre le colonialisme, et une réclamation pour le retour du patrimoine. Le film finit par cette phrase prononcée par lui-même avec son anglais ghanéen. Il faudrait cliquer sur le petit micro, s'il vous plaît, sur le petit haut-parleur. We, the people of Africa and of African descent, demand that our works of art, which embody our culture, our history, and our civilization, should immediately be returned to us. The British Museum. Donc déjà dans les années 70, un grand nombre de films, d'artistes et de documentaires qui traitent de ces questions, mais aussi et encore, et c'est sans doute l'une des pages de la littérature les plus intéressantes pour nous, Wole Soyinka, que vous voyez ici dans les années 70, qui allait recevoir plus tard le prix Nobel de littérature, qui est à ce moment-là à Lagos, au Nigeria, et qui, dans ses mémoires, rétrospectivement, raconte qu'en 1977, il avait recommandé à son gouvernement, plutôt que d'essayer, sans y réussir, d'obtenir des restitutions du gouvernement britannique, qu'il ferait mieux de réunir son gouvernement une task force de spécialistes qui devrait inclure des mercenaires étrangers, si nécessaire, et qu'il fallait envoyer cette task force à Londres pour rapporter les trésors et le plus possible dans une opération coordonnée et définitive. Donc on voit que dès les années 70, de grands esprits comme Wole Soyinka imaginent la reprise par la force et par la violence de ce qui avait été pris par la force. Et peut-être que certains d'entre vous ont suivi les actions de Mwazulu Diabanza, l'activiste congolais qui, il y a 1 an ou 2, est allé dans plusieurs musées français, belges, à Marseille aussi, en se filmant, en se streamant sur les réseaux sociaux, en allant arracher lui-même des œuvres, en disant qu'il allait les ramener à la maison. Donc c'était plutôt une performance d'acteur. Et ce qu'il fait en fait, c'est qu'il met seulement en acte des choses qui ont été déjà pensées dans les années 70. Je finis rapidement sur les 2 exemples du Nigeria et du Ghana. J'ai présenté tout à l'heure Egbo Eyo, qui a été le plus actif combattant sur ces questions. On voit que dès les années 70, en 1972, on est le 25 mai 1972, Egbo Eyo demande à l'Allemagne, notamment, des prêts permanents d'un très petit nombre de pièces parmi les 600 qui se trouvent en Allemagne des bronzes du Bénin. C'est une demande très très modeste au début, et c'est une demande à la solidarité simplement des pays. On est en 72, juste après la guerre du Biafra, et pour lui c'est évident que s'il demande qu'on lui prête quelques œuvres en prêt permanent pour son musée qu'il est en train de construire à Benin City, ça va marcher. Or, ça échoue complètement, et ça échoue complètement à cause de la résistance. Donc, je vous montre des exemples allemands, on a aussi des exemples belges et français différents, mais les exemples allemands sont très parlants, à cause notamment de l'idée selon laquelle, vous voyez ici le directeur de la Fondation de la Fondation des biens culturels de Prusse, qui est l'organisation qui gère les musées de Berlin jusqu'à aujourd'hui. Donc, lui, c'est le président, et lui, c'est le directeur général des musées dans la même organisation. Dès qu'ils reçoivent cette lettre, ils commencent à se dire qu'est-ce qu'on fait avec cette demande du Nigeria. Et une des réponses qu'ils se donnent, c'est il est absolument irresponsable de céder au nationalisme des pays en développement, peut-être pour obtenir des gains politiques rapides à court terme. C'est-à-dire qu'ils politisent le débat, tout ce qui avait été demandé pour des raisons culturelles, pour des raisons de reconnexion culturelle, et présenté comme un nationalisme des pays du tiers-monde. C'est très intéressant de voir ça, en particulier chez des Allemands de l'Ouest à ce moment-là,
puisque eux-mêmes, en pleine guerre froide, instrumentalisent le patrimoine qui est à Berlin-Ouest pour être plus fort que Berlin-Est, avec le mur au milieu, etc. C'est-à-dire qu'ils projettent leur propre nationalisme sur les pays en voie de développement, et l'argument, ça va être « non, on ne prête rien, ils veulent juste faire ça pour nous humilier, nous les Européens ». Un autre type de réponse qu'on voit sous la plume de ces directeurs de musées à l'époque, par exemple celui-ci qui s'appelle Friedrich Kussmaul à Stuttgart, qui n'est jamais sorti du Baden-Württemberg, qui n'est jamais venu en Afrique du tout, c'est que, je l'ai traduit ici, selon lui, donc, et il écrit ça à son ministère, c'est-à-dire qu'il a l'aplomb d'affirmer des choses qu'il ne connaît pas puisqu'il n'a jamais bougé de chez lui, que selon lui, dans les cercles de l'intelligentsia africaine, un sentiment parfois exagéré de leur propre dignité, de leur réussite, de leur tradition et de leur appartenance a émergé. Et donc, d'un côté, il dit avec beaucoup de racisme et d'arrogance pour qui se prennent ces Africains, en gros. Et d'autre part, il propose que des commissions mixtes de muséologues européens et américains soient créées et qu'on les envoie en Afrique, car c'est la seule façon d'établir une base fiable et bien informée de ce qu'ils ont là-bas. Donc, double arrogance, en quelque sorte. Arrogance d'abord, à l'égard du mouvement d'émancipation africain après les indépendances, et d'autre part, à l'égard de la connaissance ou des compétences que les Africains peuvent avoir par rapport à leur propre patrimoine, puisqu'ici, il leur dénie complètement cette compétence que seuls les Américains et les Européens, selon lui, auraient. Donc, blocage total des musées, qui est bien documenté aussi donc, dans le cas du Nigeria, dans les années 72, 13, 14, 15, mais qui est bien documenté ici à partir de 1974 pour le Ghana. Là, c'est des documents que j'ai trouvés aux archives nationales en Angleterre, à Londres, à Kew, qui étaient classifiés. Alors vous voyez, c'est confidentiel, super confidentiel. Ceux-là, ils datent de 1974 et on ne pouvait pas les consulter avant 2005. Parmi ces dossiers, il y a des pages qu'on ne pourra pas consulter avant 2045. C'est pour vous dire la paranoïa en fait de ces musées. Et ici, par exemple, c'est 3 dossiers dans un ensemble bien plus grand qui montrent comment ont été bloqués, en particulier par le British Museum, les demandes du Ghana à l'époque, demandes du Ghana qui avaient été formulées par le roi des Ashanti, Otumfuo Opoku Ware le second, à Koumassi, qui avait demandé au nom du Conseil des rois traditionnels de Koumassi, ville qui a été pillée plusieurs fois par les Britanniques et notamment en 1874, donc lui 100 ans après, au moment de la commémoration du pillage de Koumassi, il va demander avec insistance, notamment en produisant une brochure en papier glacé extrêmement bien renseignée, bien formulée et bien illustrée sur le centenaire de la guerre et The Call for the Return of the Ashanti Regalia. Dans ce document, il argumente et il explique pourquoi maintenant, 100 ans après, et maintenant que le Ghana est indépendant de la Grande-Bretagne, il faut absolument qu'il puisse récupérer ces objets. Il argumente, voilà, je n'entre pas dans les détails, mais en tout cas, il est allé jusqu'à publier une brochure, une correspondance extrêmement intéressante, et finalement, on voit que la demande a été refusée. Donc c'est une demande qui a été formulée en janvier et qui est refusée en septembre, après 6 mois, par le Parlement britannique. J'en finis. Et maintenant, où on en est, je l'ai déjà dit un peu, on est dans une nouvelle phase. D'abord, premièrement, dans les années 70 et 80, ces directeurs de musées, ces fonctionnaires ont cru qu'ils allaient pouvoir envoyer le boomerang très loin d'eux, le boomerang des demandes qui arrivaient d'Afrique. Et finalement, comme tous les boomerangs, il est revenu avec une force décuplée, frapper les sociétés européennes à nouveau depuis 5-6 ans. Comme un retour du refoulé, qu'on ne pourra certainement pas refouler 2 fois, et les événements des dernières années montrent qu'on est entré, des derniers mois, dans une nouvelle phase. Une nouvelle phase qui est beaucoup aussi une phase africaine, et je suis toujours en colère quand j'entends parfois en Europe des remarques des opposants au débat sur les restitutions qui disent oui, mais c'est vous les Européens qui n'avez rien à faire, les jeunes cool, vous vous êtes inventé un nouveau sujet, c'est un sujet d'Européens, les restitutions. Non, on l'a vu, c'est d'abord un sujet qui vient du continent africain et qui aujourd'hui est porté par de grandes voix à nouveau d'intellectuels. Vous voyez ici sur la gauche mon collègue et ami Felwine Sarr et complice, et sur la droite le grand professeur de philosophie Souleymane Bachir Diagne de l'université de Columbia à New York,
qui a développé ces derniers mois et ces dernières années une très intéressante réflexion sur le retour des œuvres d'art, sur l'œuvre d'art africain comme philosophie, enfin l'art africain comme philosophie, mais aussi des responsables de musées. Je montre ici volontiers cette belle photo de Malik Ndiaye, le directeur du musée Théodore Monod à Dakar, avec qui on coopère aussi, qui, dans la presse internationale, s'implique beaucoup dans ces questions, ou Amadi Bouroum, le directeur du musée des civilisations noires à Dakar, qui dirige maintenant une commission, comme des commissions qui existent dans différents pays. Je ne résiste pas au plaisir de montrer non seulement le visage de Sylvie Memel-Kassi, mais aussi et surtout le visage d'une femme, puisque vous aurez noté que dans les années 70, toute la discussion était plutôt dominée par des hommes, à cause de la structure professionnelle. Et maintenant, puisqu'on est dans le chapitre « Et maintenant et dans l'avenir », je pense que les femmes ont une part importante, non seulement à prendre, mais qu'elles la prennent, et que c'est sûrement pas un hasard si la ministre de la Culture de la Côte d'Ivoire aborde maintenant cette question du retour du tambour avec autant de finesse et de subtilité et de sensibilité. Et il me semble que, en tout cas dans les années 70, les quelques femmes qui étaient intervenues dans le débat avaient fait preuve certainement d'une empathie et d'une intelligence supérieure à celle de nos directeurs de musée là. Donc, un rôle important maintenant des gouvernements, des personnels de musée et aussi parmi eux et parmi elles des femmes. Et il me semble que dans le cas qui occupe maintenant la Côte d'Ivoire et Abidjan en particulier, l'une des finesses et subtilités et intelligences de la démarche qui est en train d'être mise à l'œuvre, c'est d'associer la communauté d'origine, ce qui n'a, par exemple, la communauté d'origine de l'objet réclamé, de l'associer à tel point que, me disait la ministre de la Culture ce matin, elle se fait simplement en fait l'intermédiaire de leurs désirs à eux, elle ne fait que les transmettre sans imposer un agenda gouvernemental à la communauté, mais plutôt en laissant la communauté exprimer ses volontés et ses désirs. Et c'est sur cette image que je me propose d'arrêter en vous remerciant de votre patience. Merci et bravo. Bravo. Je pense que si tu veux t'asseoir, tu vas je voudrais en votre nom à tous remercier Mme Bénédicte Savoie pour ce brillant exposé, très instructif. Et je voudrais à présent ouvrir le débat de façon à ce que, si vous avez des questions que vous aimeriez poser, on puisse partir de ces questions pour approfondir le débat. Donc on peut prendre 5 personnes ensemble, disons l'une après l'autre, ensuite revenir à vous pour des réponses et repartir sur 5 autres questions. Je vois une main. Par ici, s'il vous plaît. Au milieu, vous tenez votre main. Une deuxième main. 3, 4, 5. Les 5 premiers, c'est bouclé. Allez-y, s'il vous plaît. Ce n'était pas vous le premier, c'était plutôt Henri. Ah, d'accord. D'accord. Merci bien, Koura. Et puis bravo à Bénédicte pour cette belle intervention. Moi, j'ai une préoccupation. On sait tous qu'en 1956 et puis en 1959, il y a eu les prestigieux congrès des exprimés artistes du monde noir. Et on sait que ces congrès avaient milité pour l'indépendance de l'Afrique. Et ce sont ces deux congrès-là, plutôt l'énergie de ces deux congrès, portés par la Société africaine de culture, puis un certain nombre de structures qui ont organisé en 1966 le Festival mondial des arts nègres.
Alors, quand on questionne les textes du festival, donc le comité scientifique était piloté par Aimé Césaire lui-même, nulle part, ces intellectuels, j'allais me dire, ces négritudiens, parce que Césaire, Senghor et Damas étaient les porteurs du projet au côté d'Alain Diop, et puis au côté d'Alain Diop. Donc, nulle part dans les textes, ils m'ont demandé le retour des œuvres. Et pourtant, Paulin Joachim était présent à ce festival, tout comme un certain nombre de grands intellectuels de cette période-là, mais nulle part, ils n'ont posé ce problème. Alors, vous qui avez fouillé dans les archives, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Pourquoi ce silence? Bonjour. Moi, c'est plus une question par rapport au rapport que vous avez écrit. Vous avez la question, en fait, dans les possibilités de financement que vous évoquez dans le rapport pour accompagner les restitutions. Vous évoquez l'AFD et aussi le fonds de partenariat entre l'Union européenne et l'Union africaine. Moi, une des questions que je me posais, c'est avez-vous réfléchi à faire financer une part du budget des restitutions par les musées qui ont tiré ou qui tirent des recettes d'exposition ou des œuvres objets reconnus comme légitimement restituables et qui sont exposés. Je peux. Merci beaucoup, professeur, et merci beaucoup à Élise Savoir. La question que vous posez en rapport avec la dernière partie de l'exposé, notamment l'aspect sur à présent. Quand on vous écoute, vous avez bien dit que pendant longtemps, les Africains ont cru, et les Européens aussi ont cru, que les infrastructures en Afrique n'étaient pas de nature à faire accueillir ces œuvres-là avec des conditions décentes. La question aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez vous-même de ces conditions de retour? Est-ce que vous estimez que ce qui était une question piège est toujours une question piège aujourd'hui, ou alors quelle est l'unité? Merci. Bonsoir, merci beaucoup Madame Sarah. Donc moi j'ai 3 questions, désolée, j'ai toujours pas mal de questions. En fait, la première c'est qu'est-ce qui gagne les pays qui décident maintenant de faire retourner les œuvres? Parce que au temps de l'esclavage, on sait très bien qu'à un moment donné, l'esclavage n'était plus du tout rentable pour les colons, les propriétaires de plantations. Et donc, du coup, il y a dû avoir des stratégies aussi pour, entre guillemets, abolir l'esclavage. Donc, ma première question, c'est qu'est-ce qui gagne? Est-ce que ces pays-là gagnent à retrouver ces œuvres-là? La deuxième, c'est en termes de restitution, il y a ce mouvement de décolonisation, décoloniser les esprits, l'art et tout. Et on sait très bien que le musée, en lui-même, c'est une institution coloniale. Donc, comment en fait repenser ces œuvres-là qui retournent sur leur terre? Comment repenser et les présenter différemment, en sachant que voilà, les musées sont des institutions coloniales? Et la dernière question, c'est comment en fait s'opèrent ces choix-là? Comment est-ce qu'ils trouvent ou choisissent les œuvres qui doivent être retournées? Merci. En bas, ici. Merci beaucoup. Donc, vous avez évoqué le musée d'Abomey.
en relevant le contraste entre le vide et le plein de l'exposition qu'il y avait à ce moment-là au palais présidentiel à Cotonou. Et j'aurais voulu savoir quel regard vous avez porté sur la grande dégradation en fait, et le grand manque d'entretien de ce musée que j'ai eu l'occasion effectivement de visiter au mois de mai dernier. Comment vous l'expliquez et quel regard vous avez porté sur ce quasi-abandon? Merci. Par les autorités, qui expliquent cette grande dégradation du musée royal d'Albany. Merci. Alors, sur 1966, alors c'est ma question préférée. En fait, vous avez absolument raison, les textes ne disent rien, et la raison pour laquelle les textes ne disent rien, c'est qu'après l'article de Hugo, les autorités françaises ont demandé explicitement par des lettres qui sont conservées à Léopold Sédar Senghor de faire taire tout débat sur la restitution, d'étouffer toute question de ce genre-là, sinon aucun prêt ne serait accordé à Dakar pour l'exposition de 1966. Et donc, j'ai publié une partie de ces lettres, et tout récemment, deux collègues, Julien Bondaz et Sarah Priot-Salgas, en ont encore trouvé une autre, une de plus, et publiée dans la revue du musée du Quai Branly actuelle, qui s'appelle Radiva, cette revue. Et voilà, donc on sait que cet article-là, qui a été écrit explicitement en amont, et qui était aussi un peu une pique contre Senghor, enfin, c'était une manière de dire qu'on ne veut pas avoir des œuvres seulement en prêt, on veut les garder. En tout cas, il a effrayé tellement les collectionneurs que certains ont annoncé qu'ils ne feraient plus de prêt, et que pour éviter la catastrophe, entre guillemets, les autorités dakaroises, sénégalaises, ont été mises en demeure d'étouffer ces demandes. On a la preuve écrite. C'est la raison pour laquelle on la voit pas. Sur la question du financement, on évoque l'AFD et le fonds de partenariat de l'Europe, c'est vrai. La question du profit des musées et de la contribution qui pourrait donc des profits des musées européens qui, en ayant ces œuvres, ont engrangé dans les tickets de caisse, etc., et qui pourraient contribuer au financement des restitutions, on ne l'a pas posé. Et je vais vous faire une réponse franche. Alors, elle n'est pas chiffrée, je n'ai pas les chiffres en main, mais il me semble qu'un certain nombre de musées, bien sûr, des villes comme Paris, des villes comme Londres, ont un énorme capital symbolique avec ces musées. Plus les collections sont importantes, plus ça rend attractif une capitale comme Londres, Berlin, etc. Mais par exemple, le British Museum est gratuit depuis 1953. C'est-à-dire que là, par exemple, ils n'ont pas de recettes. Ils ont une recette symbolique, ils ont le tourisme, les hôtels, tout ce que vous voulez, mais le musée lui-même n'a pas. On ne pourrait pas dire qu'on prend un pourcentage sur les tickets d'entrée, par exemple, puisqu'il n'y en a pas. Et c'est la spécificité des musées britanniques. Et que dans le cas d'autres musées, à les en croire, pour ce qui me concerne, j'y crois volontiers, les frais, les dépenses qu'ils ont, les budgets qu'ils ont pour la conservation, la climatisation, l'éclairage, le bâtiment, etc., sont si élevés que de toute façon, ils stylent, ils ne sont pas gagnants avec ces œuvres-là. Évidemment qu'ils sont gagnants en termes de capital symbolique. En termes de capital réel, il faudrait aller voir vraiment les choses pour être sûr. C'est pour ça qu'on n'a pas évoqué ça. Et plus généralement, peut-être que c'est le moment de l'évoquer avec votre question, la question des réparations financières qui est très souvent évoquée dans le contexte africain. Très souvent, on entend, il m'est arrivé d'entendre, souvent, on veut récupérer, mais aussi on veut aussi un dédommagement, puisque les œuvres pendant 30 ans n'ont pas été chez nous, on a beaucoup perdu. Dans le contexte allemand, par exemple, avec la Namibie ou la Tanzanie, il y a eu des prédations, des morts, un génocide. Et en tout cas, pour ce qui nous concerne avec FEMISA, on avait décidé dans le rapport de dire que ces œuvres-là, ce patrimoine, étaient incommensurables. On ne pouvait pas les mesurer en argent, que leur valeur était incommensurable, et que c'est la raison pour laquelle, pour ce qui nous concerne nous, on avait l'impression que la question de réparation en argent faussait le débat, et rendait ces œuvres moins importantes que ce qu'elles étaient. C'est sûrement une question qu'on peut rediscuter, c'était notre point de vue à l'époque, on en a beaucoup parlé entre nous. Voilà, il faut faire une réponse biaisée. La troisième question était celle de l'infrastructure et des conditions de retour. Vous me demandiez ce que je pense moi
de la qualité des infrastructures ici. Je pense qu'ici, sur le continent africain, là, là, vous savez tous mieux que moi, mais le continent africain est fait de beaucoup de situations très différentes, d'états très différents. Dans certains pays, actuellement, de nouveaux musées ouvrent, il y a un vrai boom. Je pense au musée des civilisations noires à Dakar, au musée de Kinshasa. Au Bénin, 4 nouveaux musées sont en voie soit de rénovation, un est en voie de rénovation, 3 sont en voie de construction. Donc le fait qu'on parle concrètement de restitution a amené une nouvelle réflexion sur ces musées. Et pour ce qui me concerne, c'est ce que je dirais d'une part, donc que les choses sont en train de changer et qu'il y a des endroits où les conditions sont plutôt bonnes ou très bonnes et d'autres où elles ne sont pas encore bonnes ou très bonnes, voilà, comme au Bénin par exemple. D'une part, et que d'autre part, le musée n'est peut-être pas le seul lieu où ces œuvres peuvent rentrer, et que ce débat-là, c'est un débat que sont en train de mener les sociétés africaines, et aussi dans le milieu des artistes. On voyait autour de la Biennale de Dakar, dans d'autres moments, aux ateliers de la pensée de Felwine Sarr, ou là à Berlin, lors de la Biennale de Berlin, où il y avait plusieurs panels co-organisés avec les artistes du continent. On voit que c'est une question qui occupe beaucoup les jeunes intellectuels, les jeunes artistes, c'est-à-dire la question de la resocialisation. Est-ce que le musée est le seul endroit où on peut mettre ces pièces qui évidemment n'ont pas été prises dans des musées? Elles ont été prises dans des contextes, soit des contextes sacrés, soit des contextes dynastiques, des contextes de pouvoir, toutes sortes de contextes différents. Elles ont souvent été prises à des familles, en fait, puisque les rois peuvent être des familles. Alors pourquoi on les restitue à des musées? Est-ce que le musée est le seul lieu? Ça, c'est une discussion qui est terminée et qui a commencé à être menée dans différents États africains. Voilà. Pour ce qui me concerne, c'est aussi parce que je suis spécialiste de la période napoléonienne et je sais que, par exemple, en Allemagne, entre le moment où Napoléon a restitué les œuvres à Berlin en 1815 et le moment où les Berlinois ont enfin réussi à se mettre d'accord sur ce qu'ils allaient faire de ces œuvres, qui avaient été prises au roi de Prusse, il leur a fallu 15 ans avant que soit créé un musée public en Prusse. Donc 15 ans de réflexion. Je pense que quand les œuvres d'art reviennent, c'est normal que les sociétés réfléchissent, s'organisent et construisent des infrastructures. Pour ce qui me concerne, voilà, j'observe que les situations sont diverses et que les choses changent. Et voilà. Et qu'elles vont encore plus changer si les restitutions continuent. Vous aviez 3 questions. Qu'est-ce que les États européens gagnent à retourner? Et est-ce que, enfin, avec la comparaison avec le colonialisme, en fait, vous suggériez que peut-être qu'ils s'en débarrassent, là, d'une certaine manière, ils n'en ont plus besoin, ou qu'en tout cas, il y a quelque chose comme ça derrière leurs intentions? Moi, je dirais que je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est ça. Il y a évidemment un désir de soft power, donc de diplomatie culturelle. L'idée qu'avec la culture, on peut gagner des points au hit parade et regagner des points de popularité quand on en a beaucoup perdu. Et c'est très certainement une des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron a ouvert ce dossier-là, avec son projet d'essayer d'améliorer l'image de la France par tous les moyens possibles. Ça joue très certainement un rôle, y compris pour l'Allemagne. Ce serait perceptible en Allemagne, mais c'est explicite même, l'idée du soft power, donc de la diplomatie culturelle. Mais je ne crois pas qu'il y ait un désir de se débarrasser. Ça, je ne crois pas, en tout cas pour ce qui concerne les œuvres qui ont été restituées au Bénin. Elles étaient vraiment au centre de la muséographie depuis 100 ans en France. Elles ont toujours été exposées. Au musée du Quai Branly avait même été construite une rotonde exprès pour eux, pour elles, ces œuvres. Qui a laissé un vide, enfin qui aurait pu laisser un vide, qui a été vite rebouché malheureusement. Les musées ont peur du vide. Hein. Voilà. Mais je pense qu'il y a une vraie. Si j'essayais de répondre, je dirais qu'il y a peut-être chez certains une conscience qu'il va falloir finir, ou il faut finir par lâcher prise. Et que là, très concrètement, on lâche prise. C'est des prises de guerre parfois, ou pas toujours, mais parfois, et on lâche prise, on ouvre les mains. Et bon, moi je suis plutôt d'un naturel optimiste et j'ai l'impression que les sociétés européennes, en tout cas les jeunesses européennes, qui s'engagent beaucoup sur d'autres sujets, ont envie d'ouvrir les mains et de lâcher prise et d'arrêter d'être crispés sur cette question. Ce serait en tout cas c'est la version pas cynique. Il y a peut-être des raisons cyniques, mais je ne connais pas. De mon côté à moi, en tout cas, la raison pour laquelle je m'engage là-dessus, c'est l'idée d'ouvrir les mains, de laisser couler, de laisser faire. Et
et de voir ce qui va advenir. Donc, plutôt un geste pour l'avenir. Vous me demandiez comment repenser des œuvres qui ont été ethnographiées ou ethnologisées, ou qui ont été prises dans les grilles de lecture et de l'épistémologie coloniale. Que faire avec elles maintenant qu'elles portent ça en elles? Je pense que la question des pluralités des épistémologies et des ordres de savoir est centrale et que c'est possible. On a entendu parler d'un tambour qui va être désacralisé, qui sera ensuite resacralisé. Certains types d'objets, objets entre guillemets, qui sont souvent des sujets ou des acteurs, peuvent faire l'objet de manipulation, de resocialisation, mais c'est un travail sûrement. Et c'est pour ça qu'il faut toujours rappeler que la restitution, c'est pas juste transporter un bloc A vers un bloc B, puisque le patrimoine, c'est pas une chose, c'est pas un bloc, c'est une négociation permanente. Les sociétés négocient leur patrimoine. Je sais bien, pour être averien, on voit qu'en Allemagne en ce moment, les Allemands n'arrivent pas encore à montrer des œuvres de la RDA, de l'Allemagne de l'Est. Le réalisme socialiste, on n'en verrait nulle part dans les musées allemands, alors que ça fait partie du patrimoine allemand. Ils ne sont pas encore prêts, ils négocient, ils tournent autour du pot. Et je suis sûre que la génération de mes enfants le fera, en montrera quand ce sera apaisé. Voilà. Donc, c'est un travail, et ce travail est en train d'être mené, ou va être mené ici. On voit en tout cas très bien à Cotonou et dans le reste du Bénin, où les œuvres sont revenues. Voilà, ça crée des choses totalement inattendues et qui sortent ces objets de leur grille ethnographique. Je crois que la première sortie est la plus simple et la plus évidente pour tous et toutes, c'est la manière dont les jeunes font des selfies avec les œuvres. Se prendre en photo avec des œuvres, se mettre en scène avec des œuvres, poster tout ça sur Instagram, etc. C'est une forme d'appropriation qui n'est pas une appropriation de l'épistémologie ethnographique. C'est un phénomène anthropologique intéressant, mais c'est vraiment autre chose. Et je crois qu'on peut faire confiance aussi aux dynamiques que les objets amènent avec eux, si les choses se passent bien. Et vous demandiez encore qui fait le choix des œuvres à retourner. C'est une vraie question. D'ailleurs, le seul terme de restitution implique que, quand on parle de restitution, on parle de celui qui rend, on ne parle pas de celui qui récupère. On pourrait parler de récupération, en fait. Depuis le continent africain, on parle parfois de retour ou de récupération. Et en tout cas, pour ce qui concerne les œuvres du Bénin, malheureusement, c'est la France qui a fait le choix. Et d'ailleurs, le Bénin n'était pas content de ne pas avoir été associé au choix et va probablement obtenir d'autres restitutions de ce qu'il veut vraiment, comme le Diougou. Ce choix sur les 26 objets du royaume d'Abomey a été opéré par des raisons historiques, parce que c'est un don qui a été fait par un général, le général Charles Amédée Dodds, qui avait fait cette prise de guerre. Donc c'était un ensemble facile à détacher entre eux, d'ici. Après, dans le cas du Nigeria et de la République fédérale d'Allemagne, il semble que ce soit le Nigeria qui a décidé, qui a fait ses choix. Et à mon avis, on va s'acheminer beaucoup plus dans des choix ou des demandes prises au sérieux, tout simplement. On demande le tambour. Voilà, c'est pas la France qui choisit de restituer. Enfin, c'est la demande qui est acceptée en quelque sorte. Et ça, je crois que c'est important. Et votre dernière question sur l'état de dégradation du Palais Royal d'Abomey. Le Palais Royal d'Abomey est classé comme un trésor de l'UNESCO. Comment ça s'appelle? Patrimoine mondial de l'UNESCO. Quand on y va, on voit les panneaux. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et il était en 2018-2017 en effet dans un état, je pense au palais en général et au musée qui y était contenu, dans un état qui n'était pas un état de pointe, disons, mais les choses sont en train de changer puisqu'un nouveau musée est en cours de construction à Abomey, sur le site, dont la construction a été ralentie précisément par l'UNESCO pour que la construction nouvelle n'affecte pas l'intégrité qui a valu le label patrimoine mondial. C'est-à-dire que l'UNESCO a freiné en estimant que le bâtiment était trop visible et qu'ils ont dû corriger la hauteur du bâtiment, ce qui explique qu'il n'est pas fini. Donc je ne sais pas à quel moment de l'année vous avez vu ce que vous décrivez, mais les choses changent. Et le nouveau musée
musée d'Abidjan qui devait être ouvert à la fin de l'année 2023, je crois. Peut-être que c'est retardé quelques mois, mais un musée de type moderne et en voie de construction là-bas. Donc je crois que je confirme que ça a été dans un état pas bon encore il y a quelques années, mais les choses sont presque complètement changées maintenant. Merci beaucoup. Si vous le souhaitez, on peut prendre encore 5 questions. Je vois il y a 3 personnes sur la même travée, plus monsieur et Cassie. Allez-y, s'il vous plaît. Merci bien pour la conférence. Je suis de ceux des Africains qui continuent d'être franco-sceptiques. Nous doutons un peu de la gentillesse des Européens. Les Africains, les intellectuels culturels, vous avez tout l'exemple en ce qui par exemple, vous avez fait la démarche depuis fort longtemps pour la restitution des biens culturels. Les hommes de culture ont fait cette démarche, mais c'est un politique qui a pris la décision. Alors nous, Africains, un peu sceptiques, nous nous posons la question de savoir quelle est la part de l'Afrique, qu'est-ce que l'Afrique a donné en échange en ce qui concerne la restitution de ces biens culturels. Je me présente et je voulais déjà vous remercier pour votre intervention parce que je pense que c'est super intéressant d'avoir un débat là-dessus et de pouvoir en discuter parce que nous sommes quand même en terre africaine. Donc je me présente, je suis Océan Nyandi, justement secrétaire d'ambassade à l'ambassade du Congo, ici en Côte d'Ivoire. Et je suis vraiment ravi de participer à ce débat parce que j'ai une question à vous poser et surtout à évoquer 2 faits. Le premier concerne les masques query. Je pense que vous avez dû entendre parler. Je vais lire assez brièvement une information qui est marquée sur le musée de la Rochelle. Donc, on explique que les masques query, découverts dans la République démocratique du Congo, dans la ville de Sédé, département de la Sangha, sont des masques africains en bois fabriqués par les query. Alors, c'est assez drôle parce que quand on connaît l'histoire, en termes de cartographie, la Sangha se trouve en République du Congo et non en République démocratique du Congo. Quand on parle de masques query, on sait que dans cette zone, on retrouve en même temps, je vais vous dire, le Gabon, on retrouve le Cameroun, qui sont juste des pays frontaliers, et nous savons que ce sont des peuples qui ont partagé justement leur culture autour de ces 3 pays-là. Donc c'est assez drôle de voir que même au niveau de la Rochelle, où il y a quand même une cartographie et que nous connaissons les pays, parce que les 2 Congos, que ce soit Congo-Brazzaville ou Congo-RDC, donc le Congo français et le Congo belge, et c'est assez surprenant qu'on arrive à faire une histoire, une erreur historique là-dessus sur une information qui est capitale. Ça m'amène à penser qu'il y a peut-être un problème au niveau du narratif. Au niveau des frontières, est-ce que le débat et le combat n'est pas plus profond que ça? Je vais rebondir justement sur la deuxième partie de mon propos concernant le Bénin. J'ai vécu 2 ans à Porto-Novo et vous savez tous que Porto-Novo est la capitale du Bénin. Et au niveau de Porto-Novo, il y a un musée assez spécifique et un palais royal, celui du roi Tofa, dont on parle très peu. Tout le monde parle d'Abomey, mais on parle très peu de Porto-Novo où il y a la capitale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du musée de la Silva, on parle on va parler de la culture afro-brésilienne. Donc là encore, au niveau du narratif, on arrive à transformer ce qui s'est passé au niveau de ce palais royal, pourtant qui est juste à côté, qui représente toute une symbolique sur une génération du 19e siècle, et on va parler de la culture afro-brésilienne. Donc là encore, au niveau du narratif, on se rend compte qu'il y a des difficultés. Et je pense que le débat doit être approfondi, parce qu'il ne s'agit pas seulement de restitution, mais surtout de comment nous allons, nous, Africains, raconter notre histoire. Voilà, je m'arrête. Oui, bonsoir et merci d'avoir initié ce débat.
je constate que le thème de ce jour, c'est la restitution d'objets d'art. Mais ce n'est pas de l'art dont on parle, ces objets qui se trouvent en Europe. C'est beaucoup plus que de l'art, ce sont des objets spirituels, de croyances, qui pour certains ont duré des centaines d'années, donc ils ont valeur beaucoup plus que de l'art. C'est des objets de croyances, comme le Saint-Suaire par exemple pour les chrétiens. Et ça explique aujourd'hui pourquoi l'Afrique est faible, parce qu'elle a été dépossédée de ses cultures. Madame, moi j'aimerais vous dire quelque chose. Je voudrais que vous auriez pu aborder la législation en France sur cela. On regarde sur cet aspect qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Sachez que je ne doute pas de la volonté de l'État français d'arranger les choses. C'est une très bonne initiative de faire ce débat. Mais lorsque, après la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle, le 23 avril 1945, décrète une loi permettant la restitution directe, plein pouvoir aux tribunaux, de rendre les objets volés à la communauté juive. Et pourquoi, quand il s'agit d'Africains, on se presse directement pour inscrire ces objets-là directement pour la propriété française. Et chaque objet qui doit être restitué aux Africains doit passer par l'Assemblée nationale, faire l'objet d'un vote spécial, et les complications sont très difficiles. Alors que quand il s'agit de donner des objets aux Juifs qui ont été volés, bien évidemment, c'est directement. Les procédures sont plus simplifiées. Alors, si la volonté politique y est, il faudrait un acte beaucoup plus fort que ça. Il y a eu le sommet de Montpellier en octobre 2021. Quelques mois après, le 23 mars 2022, dans le même Montpellier, un masque fond a été vendu aux enchères à 4,2 millions d'euros. Vous imaginez, au su et au vu de tous. Pourtant, le peuple fond existe. Il est là. Ça a été fait. Et le masque fond a même valeur que certains portraits de Picasso, parce qu'il est très rare et très bien fait. Il n'en existe que 10 dans le monde. Dont un se trouve même chez la milliardaire défunte Liliane Bettencourt. Et pourquoi? Il faut changer la législation pour stopper également ce trafic-là. Pourtant, les fonds qui existent, le masque vendu avait d'origine expliqué la justice. C'est un masque qui a une histoire très forte. Aujourd'hui, pour un fonds, il faut aller prendre un visa, 8 fois sur 10 refusé, prendre un avion, aller en Europe, payer une chambre d'hôtel, payer un droit d'entrée au musée pour voir ces masques-là. Comment vous voulez que ces peuples-là s'attachent à leur histoire? C'est parce que, comme vous l'avez rappelé, les missionnaires chrétiens sont venus et que comme ces justices parallèles les dérangeaient, ils ont carrément soit détruit, soit emporté quelques autres pour imposer le christianisme. Et aujourd'hui, on voit les ravages que le christianisme cause en Afrique. Si l'histoire avait été différente, que les Africains avaient fait comme les Indiens ou l'Asie avaient refusé l'implantation du christianisme, peut-être qu'ils auraient été beaucoup plus forts. Voilà, merci beaucoup. C'était vous d'abord, s'il vous plaît. Monsieur, ensuite, Madame Kassi sera la 5e personne. Bonsoir et merci pour ces questions intéressantes. Je vais revenir sur l'inventaire qui était présenté dans le premier diapo de où sont situées en fait les œuvres qui ont été prises par la passé. J'ai l'impression que cet inventaire concerne vraiment les musées en fait. Et je voulais savoir si ça avait été évalué également pour les collections privées, mais en fait chez les particuliers. C'est vrai que les intervenants précédents parlaient notamment du patrimoine de Madame et des Tempos. Donc est-ce que c'est quelque chose qui est évalué et est-ce que c'est significatif et quelles sont les modes d'action pour restituer ce patrimoine? Je voudrais, à la suite du professeur Kodaté, que je salue encore, dire merci à Bénédicte Savoie pour le travail remarquable qu'elle fait et qui nous
nos autres professionnels africains de comprendre que la question de la restitution est quelque chose qui doit être abordé de façon collégiale, avec toutes les sensibilités, toutes les personnes qui se sentent concernées, et même celles auxquelles on ne pense pas aujourd'hui, voir que dans ce débat, on donne la possibilité aux communautés de prendre une part vraiment très très importante. C'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas encore vu jusque-là. Et je suis d'accord avec la personne qui a parlé de cette nécessité d'attaquer vraiment la question sur tous les fronts. Et donc aujourd'hui, en plus des politiques au niveau universitaire, il y a aussi les débats qui sont menés entre nos professionnels. Voilà, et donc nous associons effectivement toutes les sensibilités des universités. Et nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous allons bientôt engager aussi l'action au niveau pédagogique avec toutes les écoles. Donc c'est pour dire que la question est tellement importante pour les peuples africains anciennement colonisés qu'on n'a même pas besoin de nous dire faites ceci ou faites cela. Et je voudrais vraiment saluer aujourd'hui nos États africains qui ont compris qu'il faut que les autres qui nous regardent comprennent que le débat qui parle de la capacité des Africains à vraiment assurer la continuité pour les objets qui vont venir, ça n'existe plus. Il n'y a pas de débat à ce niveau. La mise en perspective, la question de la conservation. Aujourd'hui, nous avons compris, parce que c'était un débat qui jusque-là était occulté, dans les discours officiels, on ne parlait pas de restitution. Donc tous ceux qui disent aujourd'hui, pourquoi est-ce que dans les pays africains, on n'a pas des musées de grandeur nature aux normes, comme en Europe, c'est comme quelqu'un qui est dans un village, il vient et dit, bon, moi je vais construire une église. Il construit une église, mais il regarde, et la population, il ne va pas 100 personnes. Mais il va construire une église à sa taille. Et plus tard, quand le village va commencer à grandir, il va comprendre qu'il y a nécessité de construire une autre église beaucoup plus grande. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde la taille de nos maisons, on a l'impression que les pays africains ne font rien du tout. Mais depuis quelque temps, nous avons tous pris conscience, et au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons aussi ce programme-là de construction de grands musées aux normes et aussi de musées régionaux. Donc c'est quelque chose qui est en train d'arriver petit à petit, et c'est un processus dans lequel nous sommes engagés, et nous n'avons pas fait de détour, nous n'allons pas revenir en arrière, nous sommes lancés et nous irons jusqu'au bout pour la dignité de la vie. Je vous remercie. Je vais vous donner la parole. J'avoue que je suis très impressionné par ce que j'appelle la qualité de vos interventions à tous. C'était des questions qui m'ont semblé en tout cas très informées, et je pense que les réponses seront encore plus informées. Je partage vraiment ce sentiment, et comme je disais tout à l'heure, pour ce qui me concerne, c'est un grand privilège de pouvoir entendre ces débats et vos voix et ces différentes positions qu'on n'entend pas évidemment pas de cette manière en Europe. Et donc je suis vraiment très heureuse de pouvoir essayer de répondre, mais surtout d'avoir entendu les questions et les différentes prises de position. Vous avez, au début de votre première question, indiqué que vous faisiez partie des sceptiques et que vous vous demandiez, les franco-sceptiques, qu'est-ce que l'Afrique donnait en échange de ces restitutions. C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, mais je répondrai en disant que en tout cas, que quels que soient les deals qu'il y a derrière, ou en tout cas s'il y a des deals derrière que j'ignore, et dans le cas du Bénin, en tout cas, rien n'est visible de ces deals. Il n'y a pas eu un échange. Voilà, et le Bénin n'est pas l'un des pays les plus riches en ressources naturelles ou des choses comme ça. Mais en tout cas, je pense que, quelles que soient les intentions de soft power, de diplomatie culturelle ou autre, le fait que la jeunesse des pays d'Afrique concernés puisse avoir un contact avec son patrimoine, un contact direct, de même que les Européens se sont donné un droit au patrimoine en 2005, un droit de tous au patrimoine, me paraît être important. Donc, j'exagère un petit peu, mais à la limite, peu importe les intentions, si les choses se passent bien, et on le voit à Cotonou en ce moment au Bénin, l'engouement extraordinaire
de la population, 175 000 visiteurs entre le 22 février et le 22 mai pour ce premier moment d'exposition qui a suscité l'éclosion d'autres projets, d'abord d'une législation, pour la question de la législation, il y a maintenant une loi d'inaliénabilité du patrimoine béninois, la création d'un fonds d'art contemporain, parce que le Bénin maintenant va acheter des œuvres pour se constituer un patrimoine, etc. etc. Donc, d'une certaine manière, en espérant qu'il n'y ait pas des deals très très sales derrière, mais il me semble que c'est important que ces œuvres reviennent et que cette éclosion et cette fructification et ces fécondations qu'elles ont pu offrir aux Européens autour de 1900, Picasso, etc., puissent se produire ici maintenant pour les jeunes cinéastes, les jeunes designers, les jeunes créatifs, ceux qui font, je ne sais pas quoi, des jeux vidéo ici sur le continent et autres qui vont s'inspirer des formes avec lesquelles ils vont pouvoir interagir. Voilà, ce serait ma réponse, parce que je n'ai pas de réponse exacte. Peut-être que Sylvie Mémel-Cassi peut vous dire ce qu'elle donne en échange à la France, mais je crois qu'il n'y a pas, j'ai pas le sentiment qu'il y ait des deals comme ça aussi clairs. La question des labels de La Rochelle que vous avez soulevée est vraiment excellente. Je vais peut-être répondre en donnant un autre exemple qui va exactement dans le même sens que le vôtre, avec les collègues de l'université de Chang au Cameroun, dans la région ouest, et le professeur Albert Boifo et ses doctorants et postdoctorants mènent à Berlin un projet actuellement qui s'appelle l'Atlas de l'absence du patrimoine camerounais au Cameroun et de sa présence dans les musées allemands. On est arrivé à 60 000 pièces du patrimoine camerounais en Allemagne, d'une part, et d'autre part, surtout, on est arrivé après 2 ans de travail à comprendre que les inventaires des musées allemands, qui se sont toujours présentés pour légitimer ce qu'ils appellent, avec beaucoup de guillemets, la collecte ethnologique, qui sont souvent des résultats d'expéditions dites punitives, etc., prises dans des conditions de guerre. En tout cas, que ces inventaires et que la documentation qu'on trouve dans les musées allemands, c'est, je grossis un peu le trait de ce que vous avez dit, mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que, par exemple, dans les colonnes de provenance d'un objet, vous avez 3 noms de villes qui peuvent être, si on le traduit sur le territoire français pour faire vite, quelque chose comme, voilà, tel objet vient de Lille, Lyon, Marseille. Ça ne veut rien dire. Et même, on pourrait imaginer encore pire, tel objet vient de Lille, Lyon, Marseille, Genève. Donc, la scientificité prétendue des musées d'ethnologie européens, c'est une scientificité de légitimité et de rhétorique. C'est, dans de très nombreux cas, quand on se penche précisément sur les objets, n'importe quoi. Et non seulement les localisations, mais aussi les fonctions de ces objets. Vous avez des instruments de musique qui sont classifiés dans des, je ne sais quoi, des instruments de cuisine, enfin, là aussi c'est n'importe quoi. Et c'est vraiment très important de le redire parce que ces musées du 19e siècle et du 20e siècle en Europe ont toujours argumenté avec leur supériorité scientifique, en disant on est les seuls ou on est les meilleurs pour interpréter, etc. Non, c'est la vraie raison de ces accumulations, c'est une raison d'affirmation de pouvoir et d'affirmation nationale. On accumule le plus possible, c'est un capital symbolique. Et ça, je vais absolument dans votre sens, ce que vous disiez là. La question des frontières que vous souleviez en même temps, je voudrais y répondre par quelque chose que j'ai entendu à Dakar et qui m'a beaucoup frappé quand on y était avec Felwine Sarr. La première fois qu'on a réuni des collègues du continent africain pour discuter de cette question, la première remarque a été celle d'un collègue du Cameroun qui a dit « c'est bien, ces restitutions, ça va nous permettre d'abolir Berlin ». Alors pour moi qui suis berlinoise et qui n'avait pas à ce moment-là une expérience très importante du discours, abolir Berlin, j'ai pas compris, j'ai pas osé poser la question, j'étais aussi la seule blanche, donc j'ai rien dit. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi il dit les restitutions c'est bien, ça va permettre d'abolir Berlin? Bon, j'ai fini par comprendre, ça a pris un peu de temps, et puis il l'a explicité un peu plus tard dans une autre réunion. Il a dit, voilà, en fait nos frontières artificielles et absurdes, qui sont notre héritage colonial, ces objets, si on en a à nouveau la propriété et si à nouveau on peut exercer le droit de les faire circuler comme on veut nous, on va les faire circuler dans les espaces culturels qui leur sont naturels. Exemple, les objets de la vallée du Niger. La vallée du Niger, elle est coupée par plusieurs frontières, mais en les faisant circuler, on va se rappeler qu'au Sénégal, au Niger, on fait partie de la même culture, même si on est par hasard sénégalais ou du Niger.
Et ça, c'est très important, en particulier pour le Cameroun qui a beaucoup changé de frontière, ou encore pire pour le Ghana, qui a été donc la colonie allemande Togoland, puisque Volta Region, donc l'ouest du Ghana, c'était une colonie allemande, ce qui fait que les objets qui ont été saisis par les Allemands dans Volta Region, qui est maintenant ghanéen, et inventoriés dans les inventaires allemands comme Togo. Et en ce moment, on voit que des projets de coopération universitaire sont menés entre l'université de Lomé au Togo et l'université, par exemple, de Legon à Accra. Ils travaillent ensemble, ils parcourent ensemble Volta Region et ils sont en train de démêler les choses. Et ça recrée des liens, en fait, qui sont absurdement séparés par ces frontières, aggraver la frontière linguistique à ces endroits-là. Au Cameroun, pareil, avec les Biéri, toute la question du culte du Biéri, du culte des ancêtres, qui sont dans des boîtes. Donc c'est à la fois au Gabon et à la fois au sud du Cameroun. Là aussi, les choses sont complètement emmêlées et séparées de manière artificielle. Et pour ce qui nous concerne, on travaille beaucoup sur le Cameroun. On est allé à Kribi, etc. Quand on commence à en parler, on voit comment ça permet de poser la question des frontières, qui est une question qui va bien au-delà de la question des restitutions des patrimoines culturels, évidemment. Il y avait l'empire Oyo et l'empire Daouda, et une affectation dans ces deux pays. Je peux vous donner le micro. Absolument. Et d'ailleurs, la confusion dans la presse en Europe, c'est frappant. Hein. Il montre évidemment tout le temps le Bénin et le Nigeria, surtout la presse allemande. La presse allemande ne comprend rien. Pourquoi il y a une ville qui s'appelle Benin City au Nigeria et une république du Bénin à côté? Là, c'est trop. Là. Le paradoxe, c'est que nous avons une ville au Congo qui s'appelle la ville d'Oyo. Et au fait, ça fait référence aussi à l'empire d'Oyo qu'on retrouve au Nigeria. Donc il y a bien une filiation, en fait, une migration de peuple qui était partie du nord vers le sud, parce qu'au moment donné, il y a eu des invasions. Donc on a vu l'arrivée de l'islam au nord de l'Afrique, avec la révolution que ça a provoqué derrière. Donc je pense qu'il y a vraiment un vrai problème là-dessus. Et il faudrait peut-être réaborder ce sujet en profondeur, parce que la cartographie définit aussi le soft power qu'on veut donner aujourd'hui. Absolument. Voilà, et puis l'hommage que vous avez rendu au musée da Silva Porto-Novo, je partage, c'est un beau musée privé, très important. Et la ville de Porto-Novo, qui est la capitale en effet, c'est vrai qu'elle est peu dans le débat sur la restitution. Bon, elle va avoir un beau parlement construit par l'architecte Francis Kéré, burkinabé. Donc elle renoue d'une certaine manière autrement avec le continent. Bon, ouais. Votre longue remarque qui m'a beaucoup plu sur la question d'abord vous avez commencé par dire on parle d'œuvres d'art, mais en fait c'est pas des œuvres d'art. J'espère que je n'ai pas parlé d'œuvres d'art pour ce qui me concerne, et j'espère que dès le début, j'ai mis beaucoup de guillemets autour du terme d'objet. En tout cas, je le fais d'habitude, donc si je ne l'ai pas fait aujourd'hui, pardon, et je le refais maintenant. Évidemment, ce que nous, on appelle des objets ne sont pas des objets, ce sont souvent des sujets, et même le terme de sujet est trop passif, ce sont des acteurs, ce sont des actants, ils organisent des sociétés autour d'eux, on leur parle, hein, le tambour, là, il y a un langage spécial pour lui parler, et tout ça, il me semble, en tout cas j'espère, en ce qui me concerne, ne pas parler d'œuvres d'art. En plus, on ne peut pas séparer ce type d'objet-là d'autres types d'objets qui ont été collectés par les mêmes mains, collectés avec tous les guillemets, hein, pris, extraits, par les mêmes mains qui sont toutes les collectes de restes humains qui se sont faites en même temps et qui ont atterri dans les mêmes musées européens. Donc là, on ne peut pas séparer, et vous avez absolument raison, c'est des choses, des artefacts, des pièces qui appartiennent soit à des ordres de rituels religieux, soit beaucoup d'objets de power, donc des objets de pouvoir qui ont été évidemment enlevés pour enlever le pouvoir. On n'enlève pas l'objet juste parce qu'il est joli, on enlève le pouvoir en enlevant l'objet de pouvoir, et tout ça, il faut en parler de manière très nuancée et bien faire attention aux typologies. Vous avez absolument raison. Donc ensuite, vous regrettez que je n'ai pas abordé la question juridique de ces questions que vous avez évoquées, et vous avez glissé à propos de la question juridique. Bon, la question juridique, on a beaucoup parlé dans le rapport, je peux en parler aussi, ça m'a paru moins... Pourtant, le droit, ça peut être vraiment sexy, mais bon, n'étant pas juriste, j'ai plus de mal à rendre le droit sexy que
que les sources plus historiques que j'ai trouvées dans les archives. Mais quand vous avez évoqué la question du droit, vous avez directement évoqué Charles de Gaulle et l'année 1945, et puis la restitution aux familles juives, spoliées et exterminées pendant la guerre. Je pense que vous avez absolument raison de faire ce parallèle, qui, évidemment, pour moi qui suis à Berlin, est un parallèle qui s'impose et qui est dangereux. Donc, il faut à la fois penser les choses ensemble, et ça j'en suis persuadée, mais pas évidemment tout confondre. Donc, oui, la restitution des biens culturels spoliés aux familles juives se fait, mais je ne dirais pas qu'elle se fait facilement. Ça reste compliqué. C'est pas une famille ou des descendants qui arrivent et qui demandent à un musée rendez-nous. Et voilà. Alors en effet, il ne faut pas une loi au niveau des parlements, mais ça reste extrêmement compliqué. Et en fait, il y a, à mon avis, une autre loi qui bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Quand le roi d'Abomey est dépouillé, ou quand les rois de Douala sont dépouillés à Douala, c'est une personne. On pourrait très bien imaginer que ce qui leur a été pris soit restitué aux descendants de ce roi. Et ce serait le même schéma qu'on aurait pour les familles juives. Pourquoi pas? Mais ce schéma-là, de restituer directement aux familles juives, c'est le résultat d'un long parcours. Souvenez-vous que dans les années 90, quand Helmut Kohl restitue 25 tableaux impressionnistes qui ont été emportés par les nazis pendant la guerre du Paris occupé, donc Helmut Kohl le rend à François Mitterrand, c'est l'État allemand réunifié en 1994 qui le rend à la France, et qu'a fait la France? Elle ne l'a pas fait suivre aux familles juives spoliées. Ils n'ont pas fait les recherches pour savoir à qui ça avait été pris. Et c'est seulement maintenant, donc dans les années 90, il y a eu vraiment beaucoup de résistance, beaucoup de difficultés, et c'est seulement maintenant qu'on s'adresse directement aux familles et qu'on fait des recherches généalogiques. Donc rien n'exclut que dans 10 ou 15 ans, des restitutions puissent avoir lieu directement dans les communautés. À mon avis, c'est pas du tout exclu. Les choses bougent, là c'est important. Mais la loi qui, à mon avis, mordrait mieux, mordrait très bien, dont on parle très peu, c'est plutôt la loi de 1946, qui stipulait à Londres, prise à Londres, qui stipulait que toutes les acquisitions des musées allemands prises pendant la guerre, donc tout ce que les musées allemands avaient acheté dans les zones occupées par l'Allemagne pendant la guerre, une fois que ces zones ne seraient plus occupées, l'Allemagne devrait les rendre. En fait, on peut comparer ça avec la situation coloniale. On pourrait dire, bah, cette loi de 1946, on pourrait l'appliquer à la situation coloniale et dire, une fois que les pays sont plus occupés, on rend ce qu'on avait pris chez eux. Ce serait exactement la même chose. Mais on n'en parle jamais. Et les musées allemands ont été obligés de rendre en 1946, enfin en 1945 en fait, les 1946. Ils ont été obligés de rendre, et c'est ce qui est devenu en France les musées nationaux récupération, cette grande masse d'objets qui sont aujourd'hui encore sous cette étiquette et qui ne sont pas intégrés et qui donc ne sont pas inaliénables, ce qui explique qu'on peut les rendre facilement. Bon, tout ça c'est un peu compliqué, mais vous avez absolument raison, et ça active l'intelligence et les neurones de penser aussi ça dans cette histoire longue. Et ça mérite, de toute façon, le moment où on est dans l'histoire des restitutions au continent africain, c'est le début. Et on voit bien dans d'autres moments de restitution, ça dure, il y a beaucoup de pas, de moments, et chaque bonne idée comme celle-là, bah, allez-y, hein, publiez-les, parlons-en, parce que c'est des ouvertures possibles. Et pareil, l'interruption de vente d'objets, je crois qu'on en parlait peut-être ce matin, me semble-t-il, que certains objets qui peut-être sont issus du pillage du musée des civilisations d'Abidjan en 2011 et qui sont maintenant sur le marché, que parfois des ventes sont stoppées ou des choses comme ça. Ça peut exister aussi quand on peut avérer, quand la sortie illégale après 1970, à cause de la prévention, etc., bon, est avérée. Et pour les familles juives, oui, plus aucune maison de vente n'oserait vendre un bien juif spolié. Ça s'est arrêté, ça, mais ça a pris longtemps. C'est un phénomène assez récent. Donc les choses, à mon avis, se feront. Voilà. La question de la propriété privée et des inventaires des particuliers, marche un petit peu avec. Bon, la propriété privée est la chose la plus protégée, la plus sacrée dans les législations européennes. Donc là, je ne sais pas, je ne vois pas trop comment on pourrait forcer les collectionneurs privés, par exemple, de publier leurs inventaires avec la législation actuelle. Et même pour ce qui concerne les biens juifs, on ne voit pas ça. On ne voit pas les collectionneurs, par exemple, allemands ou néerlandais qui se seraient enrichis au moment de l'occupation, publier les collections qu'ils ont au-dessus de leur canapé. Donc ça, je ne sais pas. En revanche, ce qu'on a vu, c'est des collectionneurs privés qui spontanément ont proposé des restitutions. C'est rare.
mais certains marchands d'art ont proposé, notamment un collectionneur néerlandais, c'est ce que nous avait raconté Salia Malé au moment où il était directeur du Musée national de Bamako. Certains collectionneurs d'œuvres du Mali avaient décidé d'offrir leur collection entière au musée de Bamako, qui a été interrompu par la crise, mais qui tient toujours manifestement la promesse. Voilà, donc ça existe aussi, ça. Les collectionneurs particuliers, il y en a eu en Angleterre qui ont des bronzes du Bénin, de Benin City, qui se sont trouvés dans leur famille parce que leur grand-père était un officier britannique, qui ont décidé d'aller rendre eux-mêmes. Il faudrait peut-être faire un inventaire des best practices et de leur montrer que ça fait du bien de faire du bien. Et la dernière remarque de Sidi Memelkassi, c'était moins une question qu'une remarque, une contribution au fait que toutes les voix, ou une polyphonie de voix et d'acteurs et d'actrices sont associées maintenant à ces questions, y compris au niveau pédagogique et au niveau des écoles. Et en tout cas, si on regarde du côté du Bénin, on voit bien qu'aujourd'hui, à mon avis, si on demande à n'importe quel enfant de la République du Bénin, qu'on lui montre une image de ça, et qu'on lui dit c'est quoi, ils auront tous la réponse du tac au tac. Donc il y a vraiment beaucoup des trésors de Gabonais, trésors entre guillemets. Donc il y a sûrement un travail important à faire. Et je me souviens que la dernière fois que j'étais à Cotonou, les équipes de foot, les enfants là, avaient tous des t-shirts béanzins avec les statues. Donc on voit que oui, le narratif, ou en tout cas l'information, et quand on leur disait, tu sais ce que tu as sur ton t-shirt, c'était clair. La réponse sortait tout de suite, jaillissait. Bon, c'est presque. C'est presque un peu trop. Mais en tout cas, il y a un travail important à faire et c'est un travail qui fait plaisir. C'est des choses qui font plaisir, qui sont du plus et qui ne sont pas du moins. Et Sidi, je réitère mon admiration à mon tour pour le travail que vous avez mené toutes ces dernières années, y compris sur les médias, à la télé, en France, toujours sur le front. Et ça n'a pas toujours été facile parce que les critiques, en tout cas, ça s'est calmé maintenant. Maintenant, beaucoup de gens qui étaient contre les restitutions disent « j'ai toujours voulu ça, félicitations, etc. » Mais en tout cas, il y a eu un moment où c'est pas du tout facile et vous avez montré beaucoup de courage et de détermination. Merci. Je voudrais proposer de songer à mettre fin à cette soirée très intéressante. J'en profite pour vous représenter le livre dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la leçon inaugurale de Madame Savoie au Collège de France. C'est très court, mais c'est très instructif parce que on y voit très rapidement la cartographie de toutes les, j'allais dire les destructions, de toutes les possessions, de tous les événements de spoliation culturelle. Et c'est depuis l'Éthiopie jusqu'à Ségou. On oublie que Ségou aussi, tout près de nous, a été également spolié. Je pense qu'elle en profite d'ailleurs pour expliquer que ce ne sont pas seulement les objets qui sont l'objet de restitution, qui devraient être l'objet de restitution, il y a aussi des archives. Parce qu'il y a beaucoup d'archives aussi qui ont voyagé et qui demanderaient, qui seraient intéressants à retrouver. Je voudrais vraiment vous inviter à suivre Madame Savoie qui demain sera à l'Institut Goethe. Je pense que ça sera une conférence qui va faire un peu la suite et le suivi des choses qu'on a débattues ici. Je voudrais vous inviter tous à ce rendez-vous qui, je suis sûr, va être aussi intéressant et excitant qu'aujourd'hui. Je pense que M. Reiner, c'est à 18h, non 19h également. 19h également. Donc encore une fois, je voudrais vous remercier au nom de toute la salle, mais également remercier et féliciter tous nos intervenants qui ont vraiment fait preuve d'une bonne connaissance
connaissance de ces questions et d'un intérêt pour toutes ces problématiques. Et je suis convaincu que quand le moment viendra pour essayer d'amener une décolonisation de nos musées, c'est des contributions qui pourraient être les bienvenues pour inspirer les pratiques, parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire venir les objets. Je pense qu'il y a beaucoup de débats qu'il faut mener sur la scénographie, sur les programmes qu'on veut mettre en place, qu'est-ce qu'on va montrer, comment les montrer, et pour cela, l'expertise qui s'est démontrée, qui a été étayée par vos différentes propositions, mérite d'être prise en compte. Donc, Mme Kassi est là, je crois qu'elle a une bonne connaissance et un bon suivi du dossier, et je voudrais à nouveau vous remercier et donner la parole à Monsieur le directeur. Est-ce que je peux glisser un mot de remerciement à vous-même, cher professeur Konaté, pour votre introduction et puis pour la manière dont vous avez mené ce débat, et puis moi aussi pour les différentes interventions que j'ai trouvées remarquables. Et à l'Institut français pour son hospitalité et m'avoir invité à venir à Abidjan pour la première fois. Merci. On vous attend au moment du retour du tambour, vous reviendrez. Et donc demain, rendez-vous chez Rainer à l'Institut Goethe à 19h. Pour notre part, on vous donne rendez-vous aussi au prochain Café des Savoirs le 10 décembre à 19h avec Alain Mabankou. Voilà. Venez nombreux. Merci beaucoup Bénédicte Savoie, merci Yacouba Konaté pour cette très belle soirée et ces beaux échanges. Merci beaucoup.